Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, la communication avec l'âme des bébés. Et pour ce faire, je serai accompagnée par celle que j'ai affectueusement surnommée ma sorcière bien-aimée, Alexandra Doyon. Je suis Elisabeth Dufresne et vous écoutez Les Émergents. En 2022, je me suis rendue au tout premier rassemblement Enfanter l'évolution à Saint-Fortuna. Sur place, il y avait une conférence qui a vite éveillé ma curiosité. Une femme allait adresser le sujet du voyage de l'âme des bébés. Donc, sous un grand chapiteau entouré de femmes, d'enfants, de grands-mères, de parents, Alexandra Doyon était absolument dans son élément. Puis, au courant de la présentation, à un moment donné, elle nous a invités à s'abandonner à un exercice assez surprenant. On devait écrire sur 2 papiers distincts une grande qualité qu'on possédait, puis un enjeu, un défi, un défaut sur lequel on devait travailler dans cette vie-ci. Et puis, Alexandra, elle s'est mise à parcourir la salle pour représenter justement une petite âme qui était à la recherche de ses parents. Les qualités puis les défis qu'on lui montrait lui servaient de point de repère, si on veut, pour faire un choix éclairé. Eh bien, son choix de maman s'est finalement arrêté sur moi. Donc, Alexandra me tend la main et là, je me lève et je me souviens encore qu'un grand frisson me traverse. Parce que, à quelque part, c'était le sentiment puissant d'avoir été choisie. Hein? Et nos regards se sont croisés, puis j'ai vraiment ressenti une connexion instantanée avec cette femme-là. Comme c'était une évidence pour moi que c'était une alliée. Puis au fil des années, j'ai consulté Alexandra parce que oui, j'ai réalisé que son bureau était à 8 minutes top chrono de ma maison. La magie! Donc, ma confiance en cette femme-là n'a jamais cessé de croître jusqu'à présent. Puis, aujourd'hui, après 3 années passées depuis cette rencontre marquante, je suis vraiment honorée de l'avoir avec moi sur le podcast. Alexandra Doyon, c'est bien plus qu'une doula pionnière. C'est avant tout une passeuse d'âme. Son parcours, c'est un véritable pont entre science et sacré. Elle est bachelière en psychoéducation, puis elle a d'abord exploré l'accompagnement des enfants sous un angle scientifique avant de répondre à un appel plus profond, celui de guider les âmes des bébés et leurs parents dès la préconception et tout au long de la petite enfance. Aujourd'hui, Alexandra propose une variété de consultations où sa grande sensibilité est au service des grandes étapes de la vie humaine. Dans cet épisode-là, on plonge avec elle dans cette dimension-là, souvent oubliée de la naissance. Comment connecter avec l'âme des bébés et comment tisser un lien avec eux bien avant leur premier souffle. Vous entendrez d'ailleurs quelques témoignages d'auditrices au courant de l'épisode qui ont vécu cette expérience-là. Et merci d'ailleurs à chacune d'entre elles de s'être livrée aussi ouvertement. En fait, moi, je considère pas que j'ai des dons. J'ai les autres qui me disent que j'ai des dons, mais je considère pas que j'en ai. En fait, je pense que j'ai juste une sensibilité. Je pense sincèrement que c'est pas des élus qui ont cette sensibilité-là. Je pense qu'on porte tout ça à l'intérieur de nous et que nos chemins de vie fait qu'on va les développer ou pas, qu'on va choisir de travailler ou pas avec. Puis pour moi, ça m'a pris du temps à comprendre que c'était pas
comme chez tout le monde que ça existait, ça. Pour moi, c'était ma façon de me vivre, comme si tu me demandes comment tu fais pour respirer, je sais pas, je respire, tu sais. Fait que pour moi, c'était très long avant de pouvoir mettre des mots. Puis c'est quand ma fille est rentrée à l'école, puis que là, elle me disait, ben moi, je vois les auras des amis. Puis là, la prof, elle m'a appelée pour me poser des questions. J'ai fait, faut mettre des mots là-dessus. Les autres amis sont pas toutes de même, tu sais. Fait que c'était comme... Moi, c'était ma fille, c'est juste une évidence, tu sais. Fait que c'est pour ça encore, des fois, quand je veux enseigner ou transmettre, des fois, j'ai l'impression, de l'extérieur, on me dit que non, mais j'ai l'impression des fois que je manque de justesse dans les mots, parce que pour moi, ça s'explique pas, ça se vit, ça se ressent, ça se transforme, puis pour moi, c'était comme juste une évidence, particulièrement avec les petits ou les bébés. Tu sais, moi, j'étais capable de dire « Ah, c'est cool, elle va avoir un bébé bientôt » d'une maman, genre à l'école ou de ma tante. Puis là, tout le monde me disait « Ben non, elle n'est pas enceinte. » Puis là, 2 semaines après, tadam! Ma tante est enceinte, tu sais. Fait que c'est juste, je pense, une question de ressenti. Puis pour moi, avoir cette sensibilité-là, c'est aussi développé par mon milieu familial. Il a fallu, dans mon histoire à moi, que je sois très sensible à l'environnement pour me maintenir en sécurité. Ça a juste fait empuissancer, je pense, ma sensibilité. Puis tant mieux. J'ai choisi d'arriver dans cette vie-là, fait que je me suis dit aussi bien en profiter pour faire quelque chose avec. Fait que c'est à partir de là, je pense que c'est devenu comme plus évident pour moi que j'avais une sensibilité particulière peut-être. Une intuition. Est-ce que tu as été, toi, en contact avec l'âme de tes filles avant leur naissance? Ouais, en fait, pour mon aînée, c'était comme là. C'était comme une évidence. C'était pas nécessairement quelque chose qu'on a full réfléchi, planifié, mais le jour où on l'a fabriqué, là, j'ai senti des feux d'artifice incroyables dans mon ventre, puis on s'est pas dit, là, on va faire un bébé, tu sais. C'était juste comme, OK, c'est là dans notre vie, on dit oui à ce projet-là. Puis j'avouerais, là, ma fille, elle a une petite empreinte bizarre, là, mais il y a eu comme un peu un élan extérieur de rébellion de, ben moi aussi, je veux un bébé d'abord. Fait qu'elle apporte ça, ma fille. Fait que il y a cette guerrière-là qui s'est manifestée. Mais elle a aussi la guerrière dans son tempérament. Fait que ça, on pourra en reparler plus tard de l'empreinte de naissance, mais... C'est ça. Fait que, puis les enfants ne prennent pas toutes la même chose, mais elle, ça c'est... l'effet domino a créé ça pour elle. Mais vraiment, là, c'était une sensation physique dans mon corps. Et ça, j'arrivais pas à nécessairement mettre de mots. Mais j'ai dit à mon amoureux, ben on vient de faire un bébé. Puis il me dit, ben comment tu sais ça? Tu sais? Je dis, mais je le sais. C'est juste, je le sais. C'est comme... Et ça, je l'ai compris parce que je l'ai vu comme accompagnante à la naissance. J'ai accompagné plusieurs familles dans leur processus, autant de la grossesse qu'à l'accouchement. Puis quand j'ai vu connecter l'étincelle de vie au corps du bébé, puis que j'ai vu cette étincelle-là, puis les feux d'artifice, j'ai fait « Ah, c'est ça qui s'est passé dans mon ventre! » Puis à chaque fois j'en parle, j'ai encore le frisson parce que je me dis, pour moi en tout cas, il n'y a rien de plus fort que de connecter cet élan de vie-là dans la matière, parce qu'on l'a toute faite. Fait que c'est comme si à chaque fois que j'allais à une naissance, je pouvais... Ah, mon Dieu, je suis en vie, tu sais. Et comme une espèce de grand souffle qui vient, on dirait, du fond de la terre, puis un gros geyser, puis qui va se connecter avec le plus grand que nous, tu sais. Fait que c'est un immense privilège. Puis souvent, je remercie les familles de m'avoir permis d'être à leur côté pour les soutenir, puis être témoin de ça. C'est vraiment... c'est un miracle. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière un peu plus concrète comment tu perçois ces informations-là? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu ressens? Ouais, c'est souvent une question là, quand les gens disent « Ah, je suis allée voir une médium, elle faisait de la clairvoyance, tout ça. » J'ai compris avec le temps que je suis plus, si on veut, catégoriser dans la clairsentience. Donc, ça veut dire que je vais recevoir les informations par tous mes sens. Parce que je disais, ben ouais, mais j'entends. Qu'est-ce que l'âme du bébé ou le défunt, ou peu importe, parce que l'âme, elle n'a pas d'âge, là, c'est pas tant important, mais j'étais comme, mais j'entends, je suis capable de répéter des expressions qu'il veut dire à sa maman, par exemple. Mais je les entendais pas comme dans mes vraies oreilles, tu sais. Fait que je me disais, ah ben c'est pas de la clairaudience d'abord. Fait que c'est comme si mes sens, je suis très kinesthésique dans la vie, j'ai besoin de toucher, je suis très gestuelle, je suis très dans mon corps. Fait que c'est comme si l'information pour moi, elle passe par là, mais à partir de tous mes sens. Donc,
je pouvais, comme par exemple, quand ma fille était toute petite, elle pleurait, je la collais sur moi, j'étais capable de voir, tu sais, je sentais dans mon oreille que ça faisait hyper mal, que ça devenait tout chaud, que ça irradiait dans ma mâchoire. J'étais comme, ah, OK, on va peut-être aller vérifier si elle n'a pas une petite otite, tu sais. Fait que ça passe vraiment par mon corps. Puis ça a été tout un défi au début parce que je choisissais pas quand je ressentais les choses. Donc, je pouvais aller à l'épicerie, je pouvais aller au magasin, je pouvais être en contact avec quelqu'un au restaurant, puis je ressentais tout ce qui se passait autour de moi. Puis c'était très, très fatigant. Puis c'était difficile pour moi de rester en contact avec mes propres informations, mais aussi de ne pas être épuisée parce que j'avais pas appris comment couper ou choisir, en tout cas, quand. Puis c'est quand j'ai fait un voyage à Bali, il y a une guide spirituelle qui m'avait dit « Mais tu sais, tu peux lire, puis t'es pas obligé de ressentir. » Puis c'est juste cette phrase-là, ça a fait « Ah oui, c'est drôle ça! » Fait que j'ai l'autre en avant de moi, clac, 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 souffleur de nouvelles, mais j'ai pas besoin de tout ressentir, c'était génial. Mais ça m'a pris du temps. Je devais avoir 30 ans quand j'ai compris ça, fait que... Ça fait environ, 25 ans que tu travailles avec les familles. Ouais. Comment ton approche, elle a évolué au fil du temps? Donc, justement, dans cette façon-là de percevoir, de décoder ces messages-là, comme tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à le faire de manière comme plus concrète? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours du changement parce que je suis une humaine, donc je suis en changement tout le temps moi-même. Mais je dirais que c'est plus au niveau, pas tant de la précision de ce que je pouvais percevoir pour les autres, parce que je suis tout le temps étonnée de faire comme « Ah oui, je sais ça, moi! Ah, c'est intéressant! » tu sais. Ou même, des fois, ça peut être plus comme au niveau scientifique. Des fois, je me couche et je me dis « Ah, là, il y avait une conférence en Australie, full tripante, mais je peux pas y aller, mais j'aimerais ça vraiment recevoir cette information-là. » Puis là, un moment donné, je suis en train d'écrire ou parler à un client, puis je suis comme « Ah, ça, cette information-là, elle pop! » tu sais. Fait que c'est comme « Ah, je sais ça, moi, c'est vraiment cool! » Mais je suis tout le temps étonnée de savoir ça, parce que c'est moi qui le sais, mais en même temps, c'est juste connecté dans le grand tout, donc tout le monde y a accès, tu sais. Fait que c'est ça peut-être qui serait différent. Puis je dirais que c'est vraiment de me faire confiance. Moi, au début, j'avais vraiment peur de nommer les choses parce que je me disais, ben, qui me dit que c'est vrai? Il n'y a rien, justement, scientifiquement que je peux prouver. Comment j'explique ça? C'est toujours ben juste mon ressenti. Je suis qui, moi, pour dire quelque chose à quelqu'un qui va peut-être complètement changer sa vie, du genre, écoute, toi et ton amoureux, vous voulez vraiment un bébé, mais votre bébé qui attend, vous êtes pas ensemble pour le créer. Fait que si moi je leur dis ça, là, ça a des grosses répercussions, tu sais, c'est comme ton accouchement à domicile, c'est pas ça que ton bébé il veut. Il veut une césarienne planifiée à l'hôpital. Je suis comme, ah, j'ai pas vraiment envie de te dire ça, tu sais. Fait que c'est comme, fait que j'étais comme, des fois les messages sont pas toujours le fun, tu sais, puis en même temps, c'est pas mon message, tu sais. Fait que c'est là que pour moi, le côté vraiment plus d'intervention, d'écoute, de présence va vraiment rentrer en ligne de compte, de dire, ben, c'est-tu pertinent que je dise ça à la personne maintenant? Est-ce que la personne devant moi a la solidité? Est-ce qu'elle a un réseau en sortant d'ici? Est-ce qu'elle a des ressources? Est-ce qu'elle a des piliers qui sont sécurisants pour elle avant d'y balancer une information super importante, tu sais? Ce qu'il n'y a pas souvent, ou en tout cas moins peut-être, dans quelqu'un qui va faire que du décodage, par exemple, comme une médium, par exemple. Souvent, c'est comme ils vont recevoir de l'information, ils vont dévoiler des choses, et ben, souvent la personne, on la voit une fois, on la reverra plus, fait qu'on ne sait même pas comment elle a pris ça. C'est juste que si moi je revois la personne qui me dit hey, « quand tu m'as dit ça, ça m'a vraiment ébranlé », ben je vais en parler avec elle. Puis si là, je vois vraiment que ça dépasse qu'est-ce que moi, je suis capable d'offrir, mais je vais la référer là, à une collègue pour qu'elle puisse vraiment avoir le soutien qu'elle a besoin. Une question qui me revient souvent, c'est, tu sais, comme on a oublié d'où on vient, je me demande, des fois, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que la nature n'a pas fait en sorte que, justement, on se souvienne de rien parce que c'est ça qu'il faut pour cheminer dans notre vie de terrien. Mais d'un autre côté, ce que je réalise, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sentent que la vie un peu finit par les pousser à chercher des genres de guides comme toi pour accéder à des informations qui sont vraiment plus subtiles. Puis à vouloir donc créer une espèce de pont, j'ai envie de dire, entre le monde tangible puis l'invisible. Qu'est-ce qui
amène les gens, selon toi, dans ton bureau? C'est une super question. Puis je dirais qu'il y a des parents qui arrivent de plusieurs horizons différents. Par contre, ce que j'observe, c'est que, premièrement, comme je disais au début, on a toute cette intuition-là. C'est juste que des fois, on le sait pas ou on sait pas que ça s'appelle comme ça. Parce que j'entends des fois full naïvement dire ah oui, je savais que ce milieu-là, je le filais pas quand je suis allée porter mon bébé, puis là finalement elle a fermé 3 semaines après, puis pourquoi je me suis pas écoutée? Elle a envoyé des signaux son intuition pour dire red flag, tu devrais réfléchir ou revoir ton plan, tu sais. Puis des fois, ben la vie elle va vite, on a des trucs dans notre tête, on a des humains de qui on est responsable. Fait que je pense que des fois on fait juste pas s'arrêter. Puis moi, la première, là, des fois, je peux dire à mon chum, je sais pas, ah ouais, tu vas aller là? Ah non, je le feel pas, là. C'est comme. Puis là, il me demande un peu pourquoi. Puis là, j'ai dit pourquoi. Il me dit, ben, on y va pas d'abord. Puis là, je suis comme, ben là, pourquoi on y va pas? Ben, il dit, parce que tu le files pas, on y va pas. Mais même moi, des fois, je m'entends pas le dire. Tu sais, fait que c'est comme. Puis, tu sais, c'est mon travail, mais dans ma vie ordinaire de mère puis de blonde, là, j'oublie des fois que j'ai ça. Tu sais, je suis comme, ah oui, je sais ça, moi, c'est vrai, tu sais. Fait que je suis capable d'aller faire ça, tu sais, comme aller tester mes suppléments au avril, tu sais. Je suis comme, ah, je suis capable de faire ça, tu sais. Mais des fois, je suis comme, ce serait quoi le meilleur match avec ça? Puis je suis comme, Alex, t'es capable de faire ça tout seul, tu sais. Mais ça reste que des fois, c'est ça, notre mental prend le dessus. Ce que j'observe souvent, c'est que les parents qui viennent me voir, là, mes terre à terre, full dans leur cerveau, là, vraiment réfléchis, ils veulent des stats, ils veulent comprendre. Souvent, eux autres, ils ont fait le tour, tu sais. Soit, mettons, en fertilité ou des problèmes de santé avec le bébé ou en tout cas une problématique chez le bébé, plus je dirais, parce que souvent, ils ont fait le tour au niveau médical, il n'y a rien. Ils ont fait le tour au niveau plus émotionnel, ils trouvent rien. Puis là, ils arrivent dans mon bureau en me disant, écoute, on sait pas trop qu'est-ce que tu fais. Nos amis nous ont référé ici, puis ben écoute, on est rendu là. Tu sais, c'est comme, je suis comme la dernière porte au fond du couloir, là, tu sais. Puis moi, je pense que j'ai cette capacité-là vraiment naturelle d'accueillir tout le monde et de pas avoir envie de convaincre de quoi que ce soit. Fait que je suis juste comme, OK, toi, t'arrives là, t'es volontaire, t'as envie d'essayer quelque chose de nouveau, moi, je te prends là. Allons-y. Fait que c'est. Il n'y a pas de. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais comment tu fais, là, les gens qui sont en début de parcours, tu sais, je suis comme, ouais, mais naturellement, les gens, peut-être sont en début de parcours spirituel, mais ils ont cheminé dans d'autres zones de leur vie. Puis là, ils arrivent, puis généralement, ceux qui viennent vers moi, c'est comme, sont prêts, tu sais, à entendre. Ou des fois, ils vont venir une fois, 2 fois. Il y a des femmes, des fois, qui vont faire un saut dans une tente rouge, ils vont livrer quelque chose de super important, ils vont repartir. Puis pour moi, c'est ça le vivant. C'est de prendre la personne où est-ce qu'elle est, au moment où est-ce qu'elle est avec ça. Puis ben c'est sûr qu'il y a des gens qui, quand ils viennent, là, je fais juste leur confirmer ce qu'ils savent déjà. C'est comme, ah ouais, hein, finalement, je fais la bonne affaire. Ouais. T'sais. Mais des fois, j'ai juste besoin de me le faire dire parce que mon entourage me dit que je suis en train de pourrir mon bébé, que je suis en train de le gâter, que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui devrais arrêter de travailler ou ben l'envoyer à la garderie. Ou tu sais, finalement, les parents, c'est rare qu'ils sont corrects là, dans la perspective. Fait que c'est... Fait que je pense des fois, ils ont juste besoin de venir valider des choses. Puis d'avoir quelqu'un de neutre qui est... C'est pas mon ami, c'est pas ma relation, c'est pas mon chum, c'est pas mon enfant. Pour moi, il arrive, je suis vraiment comme... OK, on observe le big picture puis on regarde qu'est-ce que tu as envie de faire avec. J'ai tellement longtemps senti l'âme de mon bébé avant qu'elle s'incarne, même que ça a été une surprise quand je tombais enceinte. Elle venait souvent me visiter. Elle faisait des petits coucous, puis j'essayais vraiment de rentrer en connexion avec elle. Elle était vraiment dans une partie de mon corps très précise, vraiment très habitée. Puis là, je lui disais, ben j'ai vraiment hâte, mais c'est pas le moment. Puis j'arrivais vraiment à connecter avec l'âme de mon bébé, puis à dialoguer aussi avec, dans des moments vraiment de profonde connexion avec moi-même. Puis même qu'avec mon chum, on l'a déjà senti ensemble. Fait que c'était pas juste par rapport à moi, mais c'était vraiment en symbiose avec mon amoureux. Quand je tombais enceinte, ça a été toute une surprise. Je m'attendais pas à ça. C'est comme si elle était vraiment prête à s'incarner. Puis nous, on était comme, on n'a pas tout de suite, pas tout de suite. Fait que c'est assez puissant. Alors, Alexandra,
je serais vraiment très fascinée à l'idée de savoir qu'est-ce que les bébés t'ont révélé sur le voyage de l'âme avant même sa naissance. Oui, OK. Ben, en fait, c'est une question qui est très, très, très vague, mais j'ai envie de l'expliquer de façon très simple de comment les bébés, en fait, me l'ont expliqué. Parce que pour moi, ça aussi, c'était comme juste ah, ben, on arrive parce que c'est comme ça. Puis je me rappelle d'être arrivée. Puis pourquoi j'ai signé le contrat avec ma famille. Fait que je comprenais pas tant qu'on se posait des questions par rapport à ça. C'était juste comme, ben, c'est ça le début de la vie, là, tu sais, comme tu vas accoucher, tu vas mettre ton bébé au sein, puis ça va être correct, tu sais. Mais pour moi, il y avait comme beaucoup de mystique là autour. Fait que je dirais, dans les grandes lignes, d'abord, il faut croire en la possibilité que l'âme va se réincarner. Et souvent, ce qu'on pense, c'est qu'on finit un voyage dans un corps physique, on va faire un petit voyage au ciel ou dans l'invisible quelque part, puis c'est un peu nébuleux, là, c'est particulier pour chaque personne, mais admettons qu'on dirait, on retourne à la source, mettons, puis c'est que souvent on pense que l'âme, elle va rechoisir un corps puis elle va se réincarner. Mais en fait, l'âme, c'est comme des fragments. Donc, c'est comme si c'était un gros sac de billes, puis ben, d'en haut, on pouvait faire comme « Ah, moi, j'ai envie de vivre tout ça », puis je lançais mon sac de billes. Donc, peut-être qu'il y a des parties de moi, peut-être que j'ai 7, 8, 9, 10 fragments d'âme, quelque part en train de vivre d'autres vies parallèles, ce qui nous permet d'être très connectés à beaucoup plus grand que nous. Fait qu'il n'y a pas juste moi, mon petit corps, avec mon troisième œil, mon intuition, puis mon âme quelque part là-dedans. Je peux être... ça, c'est dur pour l'humain, avec un mental à comprendre qu'on peut être des êtres multidimensionnels. Fait que souvent, pourquoi je l'explique, c'est que des fois, par exemple, je sais pas, une femme a eu un bébé dans une relation, dans sa jeune vingtaine, par exemple, puis elle fait le choix de ne pas garder le bébé. Donc, il y a un avortement ou ça pourrait être une fausse couche naturelle, par exemple. Et là, elle est avec un autre conjoint 10-15 ans plus tard. Et c'est la même âme qui revient. Parce qu'elle a toujours son projet, que ça soit sa maman dans cette vie-ci. Donc, c'est OK, c'est pas le bon timing, t'es pas avec la bonne personne, si ça marche pas pour toi, pas de problème, je vais revenir plus tard. Parce que pour l'âme, il n'y a pas de temps, puis il n'y a pas d'émotion. Fait que le parent qui vit une perte, qui vit une fausse couche, qui vit un deuil, qui vit un avortement, lui, comme adulte incarné, il y en a des émotions. Puis il se rappelle pas que ça fait partie du grand plan, que quelque part, on a signé ce contrat-là qui allait nous faire du mal et qu'après, il allait probablement nous apporter des cadeaux, là, on le voit pas, tu sais, parce que là, on voit juste la douleur, puis on peut pas s'imaginer vivre sans cet enfant-là ou faire ce choix-là dans nos valeurs, par exemple. Mais c'est que pour l'âme, il y a pas de notion de bien ou mal. Il n'y a pas de notion de « je t'en veux ». Ça n'existe pas. Donc, ça, parfois, quand les clients me posent des questions par rapport à ça, surtout quand il y a eu des fausses couches à répétition, des fois, ça peut apaiser un petit peu le processus, là. De comprendre ça. Moi, je trouve ça toujours rassurant, quelqu'un qui nomme que c'est complexe à comprendre au niveau du mental, parce que je pense qu'effectivement, c'est tellement vaste, puis on peut juste essayer à travers comme l'étroitesse, j'ai envie de dire, de notre mental, tu sais, de mettre des mots, mais c'est ça, tu sais. Fait que si on joue à ça, tu sais, t'as un fragment d'âme qui choisit justement de venir expérimenter quelque chose sur Terre. Puis là, à travers, dans le fond, cette étape-là, cette âme-là va avoir à choisir, c'est ce que j'ai cru comprendre dans le passé, à choisir deux autres âmes en tant que parents. C'est ce que les bébés m'ont expliqué, parce que moi, quand j'ai compris ce concept-là, j'étais comme « Ah ouais, hein, j'ai vraiment choisi mes parents, en pleine conscience, j'ai fait ça. » Encore là, il n'y avait pas d'émotion, puis il n'y avait pas de notion de bien ou mal, OK? Ouais. Sinon, des fois, on choisirait autre chose, OK? Ouais. Mais c'est que en même temps, je remercie mes parents parce que ça a fait que j'ai vraiment développé mon intuition puis que j'ai marché mon chemin avec une très, très grande sensibilité à l'autre, une très grande connexion avec mon corps, ce qui m'a permis de garder cette intuition puis cette sensibilité-là, non seulement pour moi dans ma vie, mais pour la mettre au service et d'en créer mon métier. Fait que je pourrais me dire, pauvre de moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, puis
patauger là-dedans ou juste me dire « Hey, good, les parents, tu sais, j'ai vraiment fait un bon choix finalement parce que je suis vraiment heureuse de ce que je fais dans la vie aujourd'hui, tu sais. Même s'il y a eu des bouts un peu rough, là, que j'ai laissé une coupe de plumes, mais c'est quand même... ça fait de moi qui je suis, peu importe d'où on vient. » Mais tu as raison de le nommer, tu sais, c'est vrai que, tu sais, mettons que tu écoutes le podcast puis tu sais, tu as été abusé par tes parents, clairement, c'est difficile à recevoir. Puis je peux vraiment comprendre que ça soit ultra violent, tu sais, de recevoir ça. Parce qu'encore une fois, on est à travers notre prise, nos corps de souffrance, tu sais, quand on évalue cette situation-là. Oui, et ce oui-là, c'est à lui qu'il faut se rattacher pour reprendre responsabilité sur notre vie. Quand on a vécu des choses extrêmement difficiles. Parce que ça, ce libre arbitre-là, ce pouvoir-là de la femme souveraine que l'on est toutes, et pas... ça peut pas être blessé, contaminé, volé. C'est à nous. C'est notre libre arbitre. Donc, même s'il y aurait 3 oui, le bébé, à 10 semaines, il peut faire comme « Ouf, hey, sais-tu finalement? Moi, j'ai dit oui parce que j'ai senti tout l'élan d'amour, puis ces parents-là, ils ont exactement ce que j'ai besoin pour réaliser ma mission de vie, mais quand je réintègre la matière, ouf, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi, puis je choisis de quitter le plan. C'est son libre arbitre. » Fait que là, tu parles qu'il y a 3 oui parce qu'il faut un oui du bébé, un oui du père, puis un oui de la mère. C'est bien ça? Habituellement, parce que tous les couples ne sont pas hétérosexuels, mais ça, effectivement, ça peut prendre le oui de 2 parents du même sexe, par exemple. Exact. Ou un oui, des fois, ce que j'ai vu, c'est un oui du donneur, par exemple. Oui, c'est ça, parce que... Qu'il soit connu ou inconnu, là. Puis c'est ça, dans le cas, mettons, de parents homosexuels, est-ce qu'il y a comme... C'est ça, fait qu'il y a le oui des 2 parents, tu sais, mettons, qu'il y a un parent qui est comme plus adoptif, là, si j'ai envie de dire, puis qu'il y a un donneur, mais là, ça prendrait un oui de ces 3 personnes-là, plus l'âme du bébé. Pas toujours, mais je l'ai observé. Des fois, il y a un grand frère, grande sœur qui va s'en mêler aussi. Qui va exercer lui aussi son libre arbitre. Par exemple, je sais pas, il y a un petit homme qui graviterait autour de son parent, puis il dirait, ouf, au niveau karmique, là, toi, si tu reviens, ça va être compliqué, là, parce qu'on a des choses de pas régler ensemble. Je suis pas tant sûre que j'ai envie que tu viennes. Fait que ça se pourrait que ces 2 hommes-là négocient un petit peu, même si les parents ont dit oui, par exemple. Okay. Donc, c'est pas juste je veux un bébé, j'arrête la pilule, puis on féconde, puis ça marche. Là. Il y a toute une histoire qui s'écrit en premier plan, j'ai envie de dire, en amont de tout ça. Puis l'histoire a été écrite il y a plusieurs années déjà. T'sais. Fait que quand on est venu sur Terre, la majorité d'entre nous savions si on allait être parents ou pas. Mais encore là, pour moi, je veux vraiment préciser que encore là, même si ce serait écrit dans mon plan d'incarnation que moi, je m'en viens sur la Terre pour être Émilie Bordelot pour avoir 12 enfants, ça se peut qu'à 18 ans, je change de plan puis que je parte avec l'avocat puis que finalement, je ne marie jamais au villa. Ça se peut. OK? Fait que c'est parce que j'ai le libre arbitre, j'ai le droit. J'ai le droit de changer le plan, puis les bébés qui avaient signé, c'est pour ça que tout ce qui est concept de d'âme, de bébés qui choisissent, de spirit baby, tout ça, je suis un peu mitigée par rapport à ça, parce que pour moi, il y a comme... Oui, il y a des étapes, mais ça s'écrit dans l'histoire, mais à chaque moment, on peut... C'est notre livre, hein? C'est notre livre d'or, fait qu'à chaque moment, on peut dire qu'on arrache une page, qu'on réécrit un bout d'histoire, qu'on prend le début avec la fin, puis qu'on se refait une histoire à travers ça. Fait que ça se peut que j'aie une petite âme depuis que je suis très jeune, qui soit déjà autour de moi, puis qui sache déjà, tu sais, que cette petite âme-là, elle sait déjà qu'elle aimerait que je sois parent, puis que je suis comme destinée à être le parent de cette petite âme-là, puis que finalement, à 30 ans, je tombe enceinte, puis je décide d'avorter, par exemple. Ça pourrait carrément changer la destinée de cette petite âme-là. C'est pas nécessairement que j'étais destinée à avoir un avortement. Je sais pas si tu comprends ma... Oui, absolument. Ça va être l'avortement, c'est une façon d'exercer ton libre arbitre. Prendre la pilule, c'en est une autre. Ne pas avoir de relation sexuelle, c'en est une autre. C'est un positionnement.
l'humain, il dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça se fait pas. OK? Puis chacun, on a nos propres valeurs, nos propres croyances par rapport à ça. Mais c'est juste une façon d'exercer ton libre arbitre. Et cette âme-là qui gravite peut-être autour de toi depuis plusieurs années fait comme « Hey, sais-tu quoi? Ouf, hein? Il n'y a pas de temps, mais là, je commence à m'impatienter un peu, puis c'est pas ma patience, c'est pas ma force principale. Fait que je vais aller voir d'autres parents, finalement. On se reverra dans une autre vie. » Il n'y a pas grand-chose de grave pour les hommes, je dirais, tu sais. À part de ne pas être conséquent, tu sais. Parce qu'il y a des bébés qui arrivent dans toutes sortes de circonstances. Puis si les bébés attendaient des circonstances parfaites pour s'incarner, ben il n'y aurait pas d'humain sur la Terre, là. Parce que j'en ai pas encore croisé des parents parfaits, là. Exact. Ça, c'est une autre bonne question, tu sais, toute la notion de se dire, ben, tu sais, je pense qu'on est tous responsables en tant qu'être humain de dire, on va faire de notre mieux pour avoir un contexte qu'on trouve idéal, tu sais, pour acquérir un enfant, tu sais, au niveau, mettons, terrien, tu sais, je pense que c'est une responsabilité qui est réelle. Mais après ça, au niveau spirituel, ben il y a quand même une notion de bébé surprise ou de, tu sais, bébé qui arrive à un moment où tu te dis, my God, ça n'a aucun bon sens, tu sais, je viens d'avoir un autre enfant, puis c'est trop tôt, puis... mais donc, il y a quelque chose aussi de naturel dans le fait que ça soit aussi facile d'avoir un enfant parce que, justement, je pense que les âmes évoluent dans des contextes très, très, très variés. Puis si tout était parfait, ben il y aurait pas d'avancement à travers tout ça, là. Effectivement, parce que moi, je dis toujours, tu sais, il y a des fleurs qui poussent d'un crack de trottoir, fait que le vivant, là, il est pas mal toujours plus fort que tout. Okay? Sinon, il n'y aurait pas de résilience, il n'y aurait pas de reconstruction après un gros séisme, tu sais. L'humain, il veut vivre. Fait que les bébés, ils veulent vivre, ils veulent s'accrocher, mais oui, ils ont leur libre arbitre, puis ça prend des circonstances particulières. Puis il y a pas de... Tu sais, tantôt, j'ai parlé vaguement du karma, là, mais il n'y a pas de... Par exemple, une mère qui fait une fausse couche à répétition, là, il n'y a pas de punitif ou de karma là-dedans, de « Ah, c'est parce que t'as fait ça, t'es pas fine, fait que t'as ça comme résultat. » là. Ça n'existe pas, ça. Okay? Fait que c'est des principes parce qu'on cherche des réponses, on cherche des... Je dois bien avoir fait quelque chose de pas correct pour pas que ça fonctionne. Peut-être qu'il faut pas que j'aille de bébé dans cette vie-ci. Peut-être. Peut-être que tu as juste besoin de travailler ta persévérance. Peut-être que tu as juste besoin de changer de chum. Peut-être que tu as juste besoin d'arrêter de travailler puis aller marcher dans la forêt pendant 6 mois, tu sais. Peut-être. Puis ça, ben, faut se donner l'espace de se connecter à soi pour aller chercher c'est où mon élan de vie, c'est quoi qui nourrit mon élan de vie. Puis après, pour moi, comme je disais tantôt, oui, c'est notre responsabilité de donner le terreau le plus fertile possible aux petites âmes qui veulent arriver. Puis ben, quand on le fait de manière consciente, on n'appellera pas la même fréquence d'âme. OK? Et là, je fais attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. C'est comme si j'écoute du rock ou ben j'écoute du classique. Les deux, c'est bon, ça m'amène juste pas ailleurs. C'est à la même place, OK? Fait que c'est... Mais si je suis comme vraiment... je travaille full pin, je m'alimente un peu n'importe comment parce que j'ai jamais le temps, je suis fatiguée, je consomme, tu sais, on met la totale, là, OK? One night dans une banquette arrière de char, puis j'ai un bébé qui arrive là-dessus. J'ai pas la même fréquence de bébé que si je prépare ma préconception, que je fais des méditations, que je parle au bébé. En même temps, il n'y aura pas de différence entre un bon ou un pas bon bébé. Là. Ça va être juste une autre expérimentation. Une autre couleur. Une autre couleur. Puis on fait juste le voir. Là, moi, j'ai 2 filles. Je n'étais pas à la même place quand j'ai eu ma première, quand j'ai eu ma deuxième. Puis je me reconnais là, dans où j'étais en elles. C'est comme, ah ouais, ça, j'observe ça. J'étais vraiment là quand je t'attendais. C'était comme, oui. Fait que ça donne juste une autre perspective. Puis pour moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette préparation-là à la parentalité. Je parle du corps physique, mais je parle aussi de aller visiter nos propres affaires. C'est quoi vraiment notre intention réelle d'avoir un bébé? Puis souvent, quand je demande aux parents, ils ne savent même pas, pour vrai. Je suis comme, mais pourquoi vous voulez un bébé? Ah, ben parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on achète notre maison, on est rendu là, mes sœurs y en ont, ça a l'air le fun.
Je suis comme, ouais, OK, c'est un gros projet, là, pour juste quelque chose qui a l'air le fun. Puis c'est pas réversible, tu sais. Fait que c'est quoi ton élan, vraiment, là, qu'à 3 heures du matin, quand tu vas être à bout, tu vas faire, ah oui, c'est pour ça que j'ai fait ça, tu sais. Puis que là, ça va être vraiment cohérent dans ta vie, puis que tu vas pas te sentir comme l'esclave de ton enfant, ou toujours dépassé, ou toujours en maudit que t'es pas à la hauteur dans ta parentalité. Parce que souvent, le pourquoi est même pas connecté. Fait que comment je peux trouver le comment si j'ai pas de pourquoi? Ça fait tellement de sens. Est-ce que tu sens que à notre époque, il y a de plus en plus de gens qui sont à la recherche de ce grand pourquoi-là, tu sais? Je pense que j'ai quand même un portrait peut-être un peu objectif parce que j'ai quand même certains types de clientèle qui viennent me voir, qui ont déjà peut-être, tu sais, un début de démarche de fait, de conscience, peut-être d'ouverture au niveau de la spiritualité. Fait que peut-être que je suis un peu biaisée, mais je dirais, en fait, je sais pas s'ils cherchent le pourquoi, mais ce que j'entends souvent, ou des fois quand je vais lire dans des forums de parents ou des choses comme ça, c'est soit que toutes les techniques que j'ai essayé d'appliquer n'ont pas marché, fait que soit que je suis un pas bon parent, ou soit que mon bébé est brisé, puis là, ben, je suis dépourvue, puis je sais plus quoi faire, puis je suis découragée. Puis c'est ni un ni l'autre. Ton bébé il est parfait, puis toi aussi, faut juste vous reconnecter ensemble dans être ensemble, plutôt que d'essayer de poser plein de gestes et de faire des choses. Mais ça prend un contexte aussi. Fait que j'ai des parents qui ont beaucoup, beaucoup de volonté de changer leur façon d'être parents, mais qui en même temps, dans le contexte social, il y a peu de soutien pour le faire. Puis je le sais parce que je l'ai fait moi il y a 20 ans, mais mon Dieu, que j'étais à contre-courant, puis c'était bien moins intense que maintenant, là. Parfois, on a beau écouter des podcasts, on a beau lire des livres, mais il y a une situation avec nos enfants qui reste simplement un mystère. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi je ne suis pas capable de mettre en place les choses que j'ai envie de mettre en place? Si tu te reconnais là-dedans, sache que c'est absolument normal et surtout, sache que tu n'as pas à tout porter ce seul. Et c'est vraiment pour ça que j'ai lancé mon accompagnement personnalisé. C'est pas une méthode toute faite, mais c'est vraiment un espace où on prend le temps ensemble de prendre de la perspective et de comprendre qu'est-ce qui se joue chez ton enfant, chez toi, qu'est-ce qui joue au cœur de la famille. Donc, si tu veux en savoir plus, les informations sont dans la description de l'épisode. Moi, je le vois en 2 générations seulement comment ça l'a changé. J'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour les parents en ce moment, aujourd'hui, là, parce que ça va vite. Les grands-mères sont encore sur le marché du travail. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, puis il y a peu d'espace pour se connecter, puis se relier. Souvent, le village est éclaté. Fait que c'est comme, oui, je veux faire de la parentalité proximale. Oui, je veux arrêter de travailler, mais j'ai une hypothèque de 800 000. Fait que je fais ça comment? Puis oui, on peut faire des choix. Nous, on a fait des choix. J'ai fait le choix de rester à la maison avec mes filles. Ça a été une situation qui a été notre histoire à nous, mais j'ai été jugée, là. C'était comme, ben, t'es pas bachelière pour rester chez vous à élever tes petits, puis voyons, je pensais que t'étais féministe, tu sais, je les ai toutes entendues, là. Tu sais, puis c'était comme, moi, c'était pas possible pour moi qui étais éducatrice en CPE à ce moment-là de dire, je vais aller prendre soin des bébés à poupe qui sont pas les miens, puis je vais laisser mes bébés à une autre éducatrice en groupe? No way! Tu sais, c'était juste pas possible. Fait que c'est comme, je suis restée à la maison, tu sais, mais j'en ai profité pour me créer un village, puis faire des groupes de mères à la maison, puis tu sais, ça c'est trippant, là. Mais c'était autre chose, oui. J'ai fait une croix sur ma carrière, tu sais, j'ai fait une croix sur la carrière qu'on avait projetée pour moi, là, pas celle que je voulais. C'est une nuance. Tu m'as posé une question, Elisabeth, j'ai envie de revenir là parce que les bébés me montrent encore le chemin, là. Tu me disais, l'âme, c'est quoi la trajectoire? Oui, OK? On a absolument. dévié les bébés, désolé, on reprend. OK. Ce qu'on m'explique, c'est que j'aime imaginer qu'il y a une grande matrice universelle, okay? Où est-ce que toutes les petites âmes sont en attendant de trouver leurs parents. Et ils sortent un peu de la grande maison mère pour aller voir en bas, ça c'est comme, j'ai envie de m'incarner, je sens l'appel de la terre. Évidemment, l'âme, c'est
très rare que c'est la première incarnation. Il y en a qui en ont pas beaucoup, mais c'est très rare. Fait qu'ils viennent explorer, puis ils commencent à graviter autour de leurs parents, puis ils commencent à coller de plus en plus. Oups, là, c'est ouf, ça devient intense, le 3D, puis la matière. Je retourne dans la maison de la mère première et je me refais des forces. Je vais continuer à apprendre ce que je fais là, puis je reviens, je redescends. Jusqu'à temps que moi, dans l'énergie, comme mettons, si je regarde, là, mettons, un parent qui, je sais, va devenir bientôt parent, mettons, si je regarde à peu près la 3-4 mètres, là, je dirais, j'ai peut-être un 4 à 6 mois avant que le bébé s'incarne dans la matière. OK? Quand il est vraiment collé là, ben, je demande, est-ce que vous avez un projet de bébé? Puis s'ils me disent, non, pas pantoute, je suis comme, ben, redoubler de prudence parce qu'il y a un bébé qui veut vraiment, tu sais. Fait que ça, c'est nos petits bébés surprises, les bébés stérilets, tu sais, les bébés comme, c'est pas supposé, on m'a dit que j'étais infertile. Genre ça, là. OK? Fait que c'est le fun de se le faire dire. Ça aussi, ça change le courant de la vie quand tu peux te faire avertir avant, tu sais. Puis des fois, bon, ben, c'est ça. Il est déjà très, très proche. Puis là, ben, il faut choisir. Puis là, souvent, la personne va me dire, ah, c'est ça que je sens, Colin. Je me suis demandé si j'avais pas été une jumelle. Je sens tout le temps une présence. Je commence à avoir envie d'être mère. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. Tu sais, fait que il y a déjà une relation qui commence à se créer. Fait que le bébé commence comme ça pour apprivoiser ses parents, apprivoiser l'énergie où est-ce qu'il va atterrir, apprivoiser l'énergie de la terre, apprivoiser les fréquences pour voir qu'est-ce que ça fait quand je me rapproche de la matière. Puis après ça, ben, je vais venir, quand il y a la conception, je vais venir créer mon premier corps énergétique qui est le corps physique. Donc, l'enveloppe corporelle. Et là, souvent, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, au niveau, par exemple, de la procréation assistée, on va fabriquer un embryon avec un spermatozoïde parfait, avec un ovule parfait, parce qu'on les a tous regardés au niveau génétique, tout est calculé, on le fait dans le moment idéal du cycle, dans les bonnes températures, tout se fait de façon super méticuleuse. Puis on a un bébé, mais il y a pas, on a un embryon, on n'a pas de bébé qui se développe. Puis c'est là pour moi que c'est important de faire la différence entre le corps, qui est, mettons, des cellules corporelles, mais qu'il n'y a pas d'âme qui s'est rattachée au projet. Fait que c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de fausses couches, malgré de non-conception, en fait, parce que là, les gens ils se font dire « Ah oui, OK, on le voit, là, t'as un bébé! » Mais quelques semaines après ou quelques jours après, le taux d'hormones, il ne monte pas, puis on leur dit qu'ils ont fait une fausse couche. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment fait de fausse couche, il n'y a juste pas eu d'âme qui s'est rattachée dans le projet. Intéressant. Fait qu'une femme qui vient me voir puis qui me dit hey, « J'ai fait 12 fausses couches, puis là, je fais son petit génogramme. » Puis je suis comme « Ah ouais, non, c'est drôle, moi, j'ai juste 3 conceptions, tu sais. » Puis là, on est capable d'aller les replacer, puis après ça, ben, tu sais, bon, on peut l'appeler comme on veut, là, un œuf clair, tu sais, mais dans le cas d'une procréation assistée, c'est plus complexe, là. Parce que, tu sais, on l'a vraiment fabriqué, là. Fait que c'est comme... Mais ça peut arriver... Quand un homme et une femme font l'amour, ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'âme qui vienne se rattacher, mais qu'il y ait quand même un petit corps qui se développe, ou c'est juste en laboratoire que ça peut faire ça? Ça se peut aussi, mais je le vois de manière plus fréquente parce que souvent, on va... quand ça arrive naturellement, c'est qu'on ne se teste pas au jour 4 ou 5. On pense juste qu'on a un jour ou 2 de règles, puis ça passe un peu tout droit. Fait que j'ai moins à le questionner, en fait. J'ai moins à aller voir l'âme pour lui poser la question parce que ça se présente juste pas dans les couples qui conçoivent de manière naturelle. Allô, Elisabeth! Quel beau thème! Quand que j'étais enceinte, j'ai tout de suite ressenti un appel de notre enfant à faire des énormes changements dans notre vie. Et on avait choisi le nom de notre enfant bien avant qu'il soit né. Puis drôlement, une journée que je suis allée luncher avec des collègues, je me suis assise de façon très aléatoire à une place dans la table qui avait des petits tiroirs. Et lorsque j'ai ouvert le tiroir, il y avait un mot sur le top d'une grosse pile de feuilles. Puis ce mot-là avait été écrit la veille par un enfant de 11 ans qui avait le même prénom que notre fils. Mais c'est pas un nom qui est commun, dans le sens où c'est pas Mathieu ou Guillaume. C'est un nom très peu commun.
Et ce message-là arrivait vraiment à point à un moment où j'avais besoin d'encouragement, d'amour, puis il était rempli d'amour pour un petit gars de 11 ans, c'était vraiment fou. Et pas très longtemps après, lors d'une nuit, mon mari s'est réveillé un peu en sursaut parce qu'il avait entendu à son oreille quelqu'un lui parler. Puis il était pas mal certain que c'était notre fils qui essayait de lui parler, de lui dire un petit coucou. Fait que là, t'as la petite âme, tu disais, qui vient tranquillement s'adapter à l'énergie de ses parents, qui vient tourner autour. Puis là, au moment de la conception, il y a le premier petit corps. Oui, donc on a un corps de bébé qui se développe et l'âme, pour s'arrimer, en fait, elle va faire beaucoup d'allers-retours. Dans le corps physique, donc dans la matière, et elle va retourner dans les autres dimensions. Moi, elle retourne vers sa famille de lumière, elle va continuer à aller chercher son information, elle revient. Donc, comme le parent se prépare souvent, là, le parent va vivre des grandes transformations, il va vouloir changer des choses dans sa vie, changer son alimentation, faire le ménage dans la maison, faire une chambre au bébé. Le bébé fait exactement la même chose. Donc, il est pur, il va chercher l'info qui manque. S'il y a des petites sensibilités par rapport à des mémoires qu'il y a eu dans une autre vie, il va essayer de les transmuter le plus possible avec ses alliés qui ne sont pas ses parents physiques. Qui ne sont pas ses parents dans cette vie-ci, mais avec des alliés de lumière. Donc, il va faire beaucoup, beaucoup d'allers-retours jusqu'à, je dirais à peu près, là, facilement, presque la majorité en dehors du corps physique que dans le corps. Parce que l'énergie, là, imagine, moi je dis toujours aux parents, c'est comme si tu voulais mettre tout l'univers, là, qui est l'âme de ton bébé, qui est son énergie, dans une étoile. C'est comme, c'est comme un bébé en habit de neige, ça l'aime pas ça, tu sais. Fait que c'est comme tranquillement, c'est OK, la densité, je comprends ce que ça fait, je comprends ce que ça veut dire. Puis on va le voir, les bébés qui ont vraiment eu de la difficulté à s'incarner, justement, quand on les contient, quand on les habille, c'est des bébés qui vont faire la banane, ils vont vouloir se pitcher, ils seront pas bien quand ils sont contenus, ils vont se réveiller en sursaut de je suis où? Ah oui, c'est vrai, je t'ai incarné, oh mon Dieu, tu sais. Fait que ça nous parle beaucoup du bébé, de comment son chemin s'est passé pour lui. Puis autour de 7-8 mois, là, le bébé va vraiment rester beaucoup, beaucoup plus au plan terrestre. Donc, puis c'est là qu'on voit aussi, tu sais, juste au niveau, tu sais, la déglutition, le goût, tu sais, son corps est formé, les sens sont possibles, tu sais, fait que c'est comme, là, c'est comme tout ça, ça rime en même temps. Puis souvent, ben là, c'est vraiment une évidence, je suis enceinte, tout le monde le sait. On commence à matérialiser dans la matière aussi la venue du bébé. Fait que là, il fait comme, OK, c'est vrai, là, je m'en viens. Dans la matière, il commence à avoir des choses qui se rattachent à moi. Là, on commence à me nommer par un prénom qui est mon identité sociale. Donc, c'est très, très terrestre. On commence à me parler, à me flatter la bédaine, tu sais. Fait que pour la majorité des parents, ça vient un peu plus tard quand on sent le bébé bouger, quand la bédaine prend de l'expansion, quand tout le monde dit « t'es enceinte », tu sais. Sinon, il y a beaucoup de parents pour qui le premier, même deuxième trimestre va un peu passer inaperçu, là. Puis à ce moment-là, dans le fond, tu sais, donc j'entends l'espèce d'aller-venue de l'âme. Une fois que l'âme est vraiment comme incarnée plus dans son corps, parce que, tu sais, on entend souvent des jeunes enfants qui sont encore connectés avec des anciennes vies, tu sais, qui sont capables de se rappeler qui étaient ses parents dans leur dernière vie, qui sont capables de dire comment ils sont décédés. Tu sais, il y a même des gens qui ont étudié ce phénomène-là, puis c'est comme, c'est vraiment gros à travers le monde. Mais justement, est-ce que le champ de conscience la connexion à ces autres champs de conscience-là diminue plus le bébé vieillit, puis tu sais, jusqu'à quand, à partir de quel âge environ l'enfant est juste vraiment dans cette vie-ci? Oui. Ça dépend évidemment d'un bébé à l'autre, mais l'âme va vraiment, comme je t'ai parlé tantôt du feu d'artifice, là, au début, là, le bébé, il va vraiment, l'âme va vraiment s'arrimer au corps physique à la naissance, avec le premier respire du bébé, là. C'est ça qui va arriver.
OK? Puis on le voit, là, il y a des bébés qui vont se mettre à pleurer. C'est comme, ah, je suis dans un corps, ça fait mal, ça chauffe, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis ils sont comme, ah, je viens d'arriver. Puis il y en a d'autres qui sont hyper contemplatifs, on n'est pas trop sûr qu'ils sont arrivés, tu sais. Puis ces bébés-là, des fois, il faut juste leur dire, hey, t'es arrivé, tu sais, c'est comme on est là avec toi. Puis là, c'est juste comme, ah, OK, je peux me déposer, tu sais. Fait que c'est, mais pour vrai, souvent, les parents, ça les inquiète. Fait que là, tu sais, ils les manipulent, ils les brusquent un peu, puis pour qu'ils réagissent, puis finalement, le bébé il est juste comme, ah oui, OK, je me rappelais pas que c'était ça la Terre. Ah, cool. Ah, c'est vous autres mes parents. OK, tu sais. Il est juste en train d'atterrir, là. Puis il y a des bébés qui ont un tempérament un petit peu plus lent. Des fois, ils inquiètent les parents. Fait que quand je vais faire le décodage durant la grossesse, je leur dis, votre bébé, là, ça se peut qu'il vous inquiète. Parce que quand il va arriver, là, il va vraiment avoir besoin de prendre son temps. Puis éviter de toucher sa tête. Puis là, le bébé va me nommer tout ce qui peut l'aider à s'incarner. S'il y a des demandes particulières ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le soutenir, parce que lui, si on a beau faire un beau plan de naissance, c'est quand même toujours pas mal lui qui décide comment il va arriver. Ah ouais, hein, c'est fait ça. Ouais. Fait que toi, t'as un peu la job, j'ai envie de dire la job sale d'annoncer aux parents des fois que le beau plan parfait qu'ils avaient préparé, ça se passera pas de même. Eh oui! Puis c'est intéressant parce que quand on arrive, j'ai envie de dire, à l'intercepter avant, comme par exemple, je sais pas, un bébé qui me dit hey, moi j'arrive par césarienne élective parce que j'ai besoin d'expérimenter un détachement très très précoce avec mes parents. Parce que j'ai besoin de vivre ça dans ma vie pour plein de raisons. Puis je suis comme ah ouais, OK, tu sais, mais comme on peut-tu comme vivre ça autrement, tu sais, c'est comme parce que c'est quand même un peu violent, tu sais, pour le corps, pour la séparation comme arrivée. Est-ce que c'est comme ton parent, tu sais, pourrait juste te dire, regarde, je vais te laisser ton espace pour que tu puisses atterrir, puis je vais être juste dans la chambre à côté, tu sais. C'est comme, des fois, pour un bébé, ça va passer. D'autres fois, c'est comme, non, j'ai vraiment besoin d'expérimenter ça. Des fois, je suis peut-être mort en couche dans une autre vie, fait que de refaire le canal vaginal, pour moi, c'est trop troublant, fait que j'ai besoin que tu me sortes de l'eau plus vite. Fait qu'il peut y avoir plein de raisons, là, OK? Puis là, je parle de la césarienne, mais on peut pas faire d'équation de parce que il est arrivé ça, on s'en va en césarienne, là. OK? Ça, c'est trop personnel, il y a trop de facteurs, il y a pas... On voit certaines choses, comme chez les bébés en siège ou les bébés avec la tête défléchie, par exemple. On va remarquer certains traits communs, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment important de rester dans le personnel puis d'aller voir l'histoire avant ça, de qu'est-ce qui peut nous donner de l'information. Moi, ça m'est arrivé particulièrement aux 3 premiers de mes bébés. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai moins ressenti aux 2 derniers, mais les 3 premiers particulièrement, si je faisais un trajet en auto, je sentais une présence avec moi quand je courais, quand je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un autour de moi, une présence. Puis particulièrement, mon 3e bébé, je sentais très, très fort cette présence-là. Puis je me souviens d'avoir parlé à mon conjoint puis de dire « Hey, le projet bébé, c'est pour quand? » Parce qu'on s'en était pas parlé. Puis il m'a dit « Ah, ben ça pourrait être maintenant. » Puis je pense que 2 semaines plus tard, j'étais enceinte. Fait que c'était vraiment très présent, ou 2-3 semaines plus tard. Fait que c'était vraiment présent dans le feeling, puis ça m'habitait pas avant. Ça m'a pris comme rapidement, puis je sentais une présence avec moi qui me suivait un peu partout. Fait que quand le bébé arrive et qu'il s'incarne, vraiment, il va continuer à faire des allers-retours. Et c'est comme on peut imaginer au-dessus de la tête du bébé un entonnoir qui, quand il arrive, est toute grande ouverte. Puis avec les années, tranquillement, elle va se refermer pour aller vraiment comme chercher juste le petit bout de l'entonnoir. Généralement, c'est autour de 7 ans que ça va presque se résorber au complet. Ça arrive avec l'humain à l'âge de le développement cognitif. On commence à questionner la magie, les fées, le Père Noël, tout ça. Okay? Parce que l'imaginaire prend une forme différente. Et j'observe que chez les familles pour qui il y a une spiritualité qui est nommée, que quand on marche dans le bois, les fées existent pour vrai dans notre cœur, ben c'est sûr que l'enfant va garder cette permission-là plus longtemps. Mais comme par exemple, si un bébé, un jeune enfant nomme par exemple
Ah, ben, tu sais, moi, quand j'étais ta maman, là, ben, on faisait ça ensemble, puis on était allé prendre l'avion ensemble, puis que là, le parent, il dit, ben non, tu te mêles, on n'est jamais allé dans l'avion, puis c'est moi ta mère, t'es mélangée, tu sais. Là, le petit fait comme, ah, OK, ça, ce genre d'affaire-là, ça insécurise bien trop mon parent, donc j'en parle plus. OK? Ou ça peut aller même, je me fais punir. Tu sais, moi, enfant, j'avais extrêmement peur parce que j'étais capable de prévoir des choses qui pouvaient arriver. Puis j'avais peur de le dire parce que si je le disais puis que ça arrivait, je pensais que c'était de ma faute. Ben oui. Fait que je me disais, oh mon Dieu, là, faut pas que je pense à des affaires pas belles, là, parce que là, ça va arriver aux gens que j'aime, puis là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais il y a personne qui m'a expliqué que ça marchait pas, ça. Que le libre arbitre, c'est pas parce que tu penses à quelque chose puis que tu détestes ton prof, genre, puis qu'il y a un accident d'auto, que c'est de ta faute. Fait que l'enfant va grandir et va garder son entonnoir ouvert, va complètement le fermer ou va mettre des filtres parce qu'il a besoin de grandir, il a besoin d'évoluer, mais il y a dans des familles que ça va pouvoir perdurer davantage, les familles où il y a un lien d'attachement sécurisant, où il y a beaucoup de contact avec la nature, où il y a beaucoup d'exploration par le jeu, l'enfant va garder beaucoup plus cette permission-là d'aller dans son monde un peu imaginaire, spirituel. Puis quand il n'y en a pas, souvent l'enfant va développer des défenses émotionnelles ou va aller beaucoup dans le mensonge ou se créer des amis imaginaires. L'ami imaginaire, c'est un principe là, qui existe pour vrai en psychologie, mais l'enfant qui dit « Oh non, c'est pas moi, là, c'est Théo qui a fait ça », puis que Théo, c'est son ami imaginaire, personne ne l'a jamais vu, là. C'est qu'à un moment donné, l'enfant, il cherche une zone de confort, en fait, pour être qui il est, mais c'est pas de sa faute d'être de même, tu sais. Fait que des fois, l'enfant, quand on voit ces genres de comportements-là, fait comme, on a peut-être besoin d'aller nourrir. Puis s'il y a des enfants qui sont très, très sensitifs, puis là, souvent, on va me dire, c'est un baby ou il est trop sensible. Je suis comme, il est juste connecté, tu sais. C'est comme... Puis il y a trop de stimulation pour lui, c'est juste ça l'affaire, tu sais. Fait qu'il est pas trop, c'est juste l'environnement dans lequel il est pas adapté. C'est comment on peut l'adoucir sans tout changer parce que, ben oui, t'es né en 2025 dans matière, puis ben c'est plate, mais ça marche de même en ce moment, tu sais. Fait que c'est comme comment on peut se rapprocher davantage du besoin de l'enfant tout en étant conséquent avec la réalité qu'il y a autour de nous, là. Ben oui, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, les enfants hypersensibles, puis je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui m'expliquent que quand il y a un bébé qui arrive comme ça dans leur vie, ça fait en sorte aussi que eux font des changements parce que, tu sais, les besoins des enfants hypersensibles, en fait, c'est les besoins de pratiquement tous les êtres humains. C'est juste que on s'est comme tellement suradapté, mais en bout de ligne, c'est pas bon pour nous, tu sais. C'est pas bon pour personne, tu sais. Fait que ces bébés-là, je pense que c'est vraiment un cadeau, bien que ça soit comme des fois difficile à vivre. Intense. C'est ça. Je pense que ça nous ramène vraiment sur le chemin. Ça nous ramène sur le chemin, puis ça nous ramène dans notre être, dans notre connexion. Puis de dire, oh mon Dieu, tu sais, ça a l'air vraiment éprouvant pour lui, ce néon-là qu'il y a d'en face, comme nouveau-né. Je pourrais peut-être fermer la lumière, puis ça me fait du bien, moi aussi, quand je le ferme, finalement. Exact. T'sais? Fait qu'il y a des petits bébés comme ça, enseignants, qui viennent beaucoup, beaucoup transformer leur famille. Puis des fois, quand les parents sont pas tout à fait prêts, ou ils avaient, eux, choisi de ne pas faire de travail sur eux-mêmes, des fois, ça décape un peu. C'est comme, tu pourrais-tu lâcher mes pitons puis me laisser tranquille? J'étais venue non évoluer dans cette vie-ci, puis là, ben, c'est pas ça qui se passe. Fait que c'est ça qui arrive, hein, quand on a une entente à 3, là, on sait pas trop tout le temps. En 3, à 4, à 5, des fois, là. Fait que, on sait pas trop toujours quelle tangente ça va prendre, là. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut la première partie de cet entretien avec Alexandra. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour poursuivre cet échange-là qui est osé, mais qui est absolument captivant. Les émergents, c'est l'opportunité de plonger encore plus profondément dans ma passion pour l'éducation des enfants, tout en étant au service des autres. Je suis Elisabeth Dufresne, la créatrice du podcast, et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour la dernière portion de la saison 2. Un immense merci également à Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture.
Si cet épisode-là vous a touché, inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts ou un commentaire via Spotify ou YouTube. De plus, partagez cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant, en taguant Alexandra, serait une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative. Merci encore donc d'avoir été là et on se revoit dans 2 semaines. À bientôt!